Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc et cette semaine, je te présente un épisode inédit. L'ancienne petite fille sage que j'accueille aujourd'hui n'a jamais donné d'interview. Et pourtant, elle est exceptionnelle. J'ai rencontré Claire en vacances. Elle est monitrice de plongée au centre UCPA de Niolon où je vais régulièrement me former à la plongée sous-marine, ma deuxième passion dans la vie après l'écriture. Cet épisode est un peu différent parce que je vais aussi, par ce podcast, donner à découvrir de nouveaux horizons, des domaines qui sortent de l'ordinaire. Claire a été mon guide pour explorer l'univers de la plongée, ses techniques, ses merveilles, mais aussi ses dangers. On a pratiquement le même âge et pourtant, elle a eu plusieurs carrières brillantes avant celle-ci. Je te laisse découvrir son parcours en filigrane de notre discussion. Mets-toi à l'aise, on va voyager de l'Alsace à la Polynésie, en passant par l'Égypte et le sud de la France. Une précision, Claire me raconte un accident de plongée qui se termine au caisson. Il s'agit d'un caisson hyperbar, le principe c'est qu'on y recomprime le plongeur qui est remonté trop vite à la surface et qui risque un accident de décompression. Donc on le recomprime. Easy. J'en profite pour faire un coucou à toute l'équipe de Niolon, dont Claire cite certains membres pendant son interview. Pour plus d'infos, rendez-vous dans la description. Sois gentil, dis merci, fais un bisou est un podcast produit par mademoiselle.com. Tu peux nous soutenir en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Merci pour ton soutien et bonne écoute. Bonsoir Claire. Salut Clémence. Merci beaucoup d'avoir accepté de discuter avec moi. Première question, mais comment est-ce qu'on prononce ton nom de famille ? Vécarlé. D'accord, c'est de quelle origine ? C'est germanique. D'accord. Tu viens du nord-est aussi ? Ouais, je suis originaire d'Alsace, de Colmar, très exactement. Et j'imagine, j'ai jamais fait ma généalogie, qu'une grande partie de ma famille doit être originaire de la frontière et du coup le nom a gardé la consonance. Ça nous fait un point commun parce que je viens de Moselle, pareil, de la frontière allemande. Et notre deuxième point commun, c'est que toi et moi, on aime la plongée sous-marine. Effectivement. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et oui. Tu es monitrice de plongée ici au centre UCPA de Niolon, que je fréquente, on peut dire assidûment, puisque tous les 2 ans, je viens ici en pèlerinage. Ouais, c'est vrai qu'on doit souvent, ouais. La première question que je pose à toutes mes invitées, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Alors moi, quand j'avais 7 ans, j'étais une petite fille très timide, très discrète. J'avais un petit peu peur de pas mal de choses. Ouais, j'étais très réservée. J'étais pas très agitée non plus, tu vois, en cours de récré. Moi, j'étais plutôt à rester tranquille dans mon coin. J'adorais lire. J'étais pas sociale, mais c'était pas mon truc en fait de me dépenser physiquement ou de me dépenser socialement. Après, j'étais une petite fille très travailleuse, très sérieuse. Tu avais des bonnes notes ? J'avais des bonnes notes. Je papotais beaucoup, alors je me faisais souvent punir, mais j'avais des bonnes notes. C'est un truc qui te rendait fière ou ça te posait des problèmes parce que tu sais les bonnes élèves c'est pas toujours les plus populaires dans les classes ? Non, c'était pas un problème de popularité, j'avais pas de difficulté avec ça à l'école. Mes parents du coup étaient contents parce que pour eux c'était important que je travaille bien à l'école, donc moi j'étais contente parce que je faisais plaisir à mes parents, ça me coûtait rien de leur faire plaisir, donc pas de difficulté particulière par rapport à ça. Ah, j'ai exactement la même approche de l'école que toi. Quand j'étais petite, c'était vraiment... Je pense que j'ai mis très longtemps à comprendre à quoi servait l'école. Et que pendant tout ce temps, j'avais compris que ça servait au moins à rendre mes parents alors fiers de moi au début. Puis ça les a un peu lassés, donc c'était juste... ils étaient contents. Ils n'avaient pas peur. Vers quel âge t'as commencé à te projeter un peu dans l'avenir ou à sortir un peu de ce schéma de... avoir des bonnes notes, ça... C'est une façon de ne pas avoir des problèmes, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire ? Mais ça a duré très très longtemps parce que j'imagine que beaucoup de parents font ça. C'était une forme de chantage, c'est-à-dire que je pouvais faire ce que je voulais à condition que j'avais de bonnes notes à l'école. Donc tant que j'avais des bonnes notes, je pouvais négocier les soirées avec les copains, les sorties le week-end, les activités extrascolaires. Puis moi en plus, je faisais de la natation, je faisais du piano. C'était 2 choses qui étaient très très importantes pour moi. Et la punition évidemment, c'était que quand je ramenais une mauvaise note, j'allais pas à la piscine ou j'allais pas au piano et c'était quelque chose qui était compliqué pour moi. Donc du coup, je faisais en sorte de ne pas avoir d'ennui à la maison. Et je ramenais des bons bulletins pour pouvoir profiter des choses qui me faisaient plaisir. Qu'est-ce qui t'a fait commencer le piano ? C'était complètement le hasard. Il y a eu beaucoup de choses comme ça qui sont passées par hasard dans ma vie en fait. Et le piano, c'est
quand ça date du collège, début du collège, puisque donc j'étais en internat et je m'ennuyais un petit peu le soir une fois que j'avais terminé mes devoirs, mes lectures, et il y avait une fille de ma classe qui faisait du piano et à qui on prêtait la salle de musique pour qu'elle puisse s'entraîner. Et donc moi j'allais le voir, j'allais l'écouter, et puis ça me plaisait bien. Du coup, quand j'ai quitté l'internat, mes parents m'ont inscrit en école de musique et j'ai démarré comme ça. Donc au collège, t'es entré en école de musique? Ouais. Et t'avais du piano, tu fais toujours du piano? J'en fais plus entre-temps parce que je me suis blessée, mais j'en ai fait un petit moment et ouais. Et c'est quelque chose que tu voulais poursuivre professionnellement? C'était ma première ambition professionnelle en fait, parce que j'ai fait mon année en école de musique. Après, j'ai réussi les concours d'entrée au conservatoire. J'ai eu un parcours au conservatoire qui était plutôt un bon parcours, et je me projetais assez bien là-dedans. Et ça a d'ailleurs été le premier conflit majeur avec mes parents, un conflit assez positif. Mais on est revenu, tu vois, je te parlais du chantage tout à l'heure avec l'école, et ben en fait on est revenu là-dessus, c'est-à-dire que mes parents m'ont forcé à continuer mes études, à pas arrêter, pour que du coup je puisse poursuivre aussi mon cursus au conservatoire. Donc toi t'étais partie pour la musique, ça allait être... Ouais, moi j'étais partie pour la musique. Là où j'avais énormément de chance, c'est que dans l'université dans laquelle j'étais à Strasbourg, ils proposent des aménagements pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour les musiciens de haut niveau. Ce qui m'a permis en fait de me présenter moi seulement au partiel et du coup de me dispenser d'assister aux cours, et donc du coup de retrouver du temps justement pour m'entraîner et préparer mes examens au conservatoire. Parce que tu continuais la natation en compétition à côté? J'étais plus en compétition, mais je poursuivais la natation. Ouais. Ok, donc en fait ta vie c'était nager et faire du piano, ouais. Et quand même te présenter aux examens et réussir tes examens. Et oui. Mais tu dormais parfois? Pas beaucoup. Waouh! T'as sauté des classes aussi ou... Oui. Ok, combien? Juste une. Juste une, merci de noter. Et mais alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi la suite de ce parcours, parce qu'aujourd'hui tu n'es pas pianiste. Non, t'es plongeuse. Pas du tout. Je suis pas pianiste parce que je me suis blessée en fait, et du coup j'ai pas du tout pu rester au niveau auquel j'étais, puisque j'ai plus du tout la capacité physique de m'entraîner pour rester à ce niveau-là. Donc du coup ce projet-là j'ai dû l'abandonner. Ça arrive à beaucoup de musiciens. Là où moi j'ai eu de la chance à quelque part, c'est que ça m'est pas arrivé trop tard. Donc j'avais encore plein d'autres portes ouvertes. T'avais quel âge environ? J'avais 21 ans, 22 ans. Ouais, ok. Donc voilà. T'étais vraiment juste à la sortie du lycée, début des études. Ouais, j'étais quand même déjà bien avancée dans les études universitaires, puisque j'avais pas fait de coupure. Mais par contre, j'étais à un moment où effectivement, je pouvais encore me réorienter et glisser sur un autre parcours. Donc à ce moment-là, en fait, je suis rentrée sur un parcours ressources humaines. Ce qui explique qu'après, derrière, mon premier boulot, en fait, il a été à l'interface de la production, justement, et de la gestion des ressources humaines. Ça a été un parcours pendant quelques années de ma vie, et je suis arrivée à la plongée ensuite. Mais alors, j'essaie de faire la transition parce que pour moi, le sport ou la musique, c'est des carrières de passion. Ouais. Et comment tu passes de ces carrières passion à les ressources humaines? C'est une forme de deuil peut-être que tu fais à un moment. C'est que du coup, à la fin de ma carrière passion, je l'ai pas choisi. C'est quelque chose que mon corps m'a imposé en fait. Donc, il a fallu que je digère cette chose-là. Et étant donné que physiquement, je pouvais plus me projeter parce que quand ça m'est arrivé, en fait, ça a été un moment de faiblesse pour moi. Et j'ai fait jouer l'intellect à la place. Donc à l'université, j'étais à un moment où je pouvais basculer en ressources humaines et poursuivre du coup sur la maîtrise et puis enseignement, le DESS, sans avoir à redoubler de classe, sans avoir à reprendre des parcours depuis zéro. Donc c'était en fait le meilleur optimum entre ma durée d'études, un intérêt que je pouvais porter à ce type de sujet. D'accord, j'ai l'impression que c'est un choix qui est très rationnel. Du coup, à ce moment-là, tu cherchais à quelque part assurer tes arrières, ou tu cherchais ta prochaine passion, enfin le prochain truc qui allait te faire vibrer, qui allait te faire t'engager dans quelque chose? En fait, c'est plutôt que du coup, j'avais été déçue de pas pouvoir transformer une passion en métier et de pas pouvoir allier les deux. Et je me suis dit que peut-être que ça, c'était une illusion de jeunesse et que la vraie vie, elle était dans la rationalité. Et donc, du coup, j'ai fait un choix qui était effectivement très rationnel. Tu t'es dit ça ou on t'a dit ça? Je me suis dit ça. On me l'a dit peut-être aussi. Je me rappelle plus très très bien. Dans tous les cas, si on me l'a dit, je me le suis complètement approprié. Ouais, pareil. Voilà. Ça, c'est une histoire à laquelle je m'identifie beaucoup aussi. Je pense que j'avais pas de personnes malveillantes autour de moi qui m'ont dit la vraie vie c'est ça, c'est dur, on en chie, les rêves ça reste à l'adolescence et à l'enfance. Mais en revanche, j'avais très bien intégré que travailler, trouver un boulot, ça... Et
avoir une passion, ça devait être deux choses distinctes, et qu'il n'y a qu'une petite proportion de gens qui ont la chance de réussir à vivre de leur passion, mais pour tous les autres, la norme, c'est l'autre sortie de l'autoroute, quoi. D'accord, donc tu poursuis une carrière dans les ressources humaines. Ouais. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Alors moi j'étais pas exactement en ressources humaines, mais c'est une spécialité de mon diplôme qui m'a permis de me positionner justement sur le boulot sur lequel j'intervenais. Donc en fait moi j'étais chef de projet, je travaillais sur des problématiques d'optimisation, d'amélioration de la performance d'une manière générale. J'ai eu mon parcours dans cette branche-là, un parcours qui s'est plutôt bien passé, qui était globalement assez intéressant, mais très très frustrant parce que j'étais intéressée principalement par des problématiques de développement et que au moment où je suis arrivée sur le marché professionnel, c'était en 2007, juste quelques mois avant la fameuse crise des subprimes de 2008, et donc du coup un marché qui s'est complètement effondré. En conséquence de ça, les problématiques sur lesquelles j'ai travaillé sont plutôt des problématiques de réduction d'activité. Alors la première fois tu peux comprendre, la deuxième fois aussi, sauf que quand tu fais ça plusieurs années de suite, ça finit par être assez dur à porter. Et moi je m'y retrouvais plus en fait. Socialement parlant, c'était difficile pour moi de voir ce qui se passait. Économiquement, ça se justifiait de moins en moins bien parce qu'il y a quand même eu des reprises économiques les années qui ont suivi, et petit à petit en fait c'est aussi lié à ma progression. J'ai traité des sujets de plus en plus complexes, de plus en plus confidentiels, et la façon dont ça se passait, ça me convenait pas, les moyens qu'on me donnait ne me convenaient pas, la communication qu'on m'imposait ne me convenait pas. Moi ça faisait quelques années maintenant que j'évoluais dans ce milieu-là, je voulais plus d'autonomie, et du coup entre ce qu'on m'imposait, le contexte, et puis les choses auxquelles moi je croyais, il y avait plein d'écarts et plein de conflits en fait. Donc ça a été un moment de ma vie où j'ai de nouveau récompensé avec une passion. Je m'étais trouvé la plongée entre temps, et ça a pris de plus en plus de place. Alors, deux choses. La première, on va revenir à la plongée, mais tu étais dans un grand groupe, une grosse boîte. Une grosse multinationale, ouais. Donc là encore, je pense que je m'identifie. Tu avais moins de 30 ans. Oui. Les gens au-dessus de toi, c'était surtout des hommes. Oui. Du coup, alors c'est de la radio, on te voit pas, mais t'es blonde, t'es plutôt jolie. J'imagine que les relations n'étaient pas forcément toujours faciles. C'est pas ce qui m'a posé le plus de difficultés, je t'avouerai. Parce que moi, j'avais quand même des responsabilités. Mon parcours, je l'ai démarré, effectivement, j'étais ingénieur au départ, et puis après, j'ai eu ma progression, j'ai fait partie de l'équipe de direction, j'ai été manager. À moins de 30 ans. Toujours à moins de 30 ans, là? À 30. Ok, pile 30. Ouais, pile 30, l'année de mes 30 ans, ouais. Donc, j'ai pas eu de difficultés par rapport à... Alors, peut-être que les hommes l'ont vécu, hein, ça, je peux pas... Mais toi, tu t'es pas senti retenu ou plafonné, littéralement, tu sais, le phénomène du plafond vert qu'il y a dans malheureusement beaucoup de boîtes. Non. Où, au bout d'un moment, les petites jeunes qui montent trop vite... on se calme. Non, mais alors on m'a fait monter vite aussi, hein, parce que j'aurais pas eu le parcours que j'ai eu si je n'avais pas été soutenue de l'autre côté. Donc peut-être que ça n'a pas été porté localement, ça c'est possible. Par contre, ça avait été porté par des personnes du siège qui géraient mon dossier, qui géraient notamment ma carrière. Donc si tu veux, ça, ce sont des choses quand même que tu sais, hein, et moi je me suis pas sentie en difficulté par rapport à ça. Évidemment que j'ai entendu des remarques qui n'étaient pas forcément des remarques toujours très adaptées. Ça, c'est évident. Mais ce ne sont pas des choses qui m'ont fait perdre confiance ou qui m'ont fait perdre mes moyens. Après, effectivement, physiquement, on ne me voit pas. Mais je suis plutôt grande, je suis plutôt carrée d'épaule. Et nageuse, donc. Nageuse, ouais, j'ai un physique de nageuse. Bon, quand je suis face à un homme, si tu veux, physiquement, j'ai la chance d'en imposer un peu, quand même. Mais tout ça, ce sont pas des choses qui ont joué sur ma confiance en moi, le fait d'avoir des hommes. Je me suis pas sentie plafonnée, ça c'est sûr. J'ai pas ressenti l'égalité tout le temps non plus, évidemment que non. Mais c'est pas ce qui m'a mise en difficulté. D'accord. Ok, donc c'est vraiment ce côté, le job que tu faisais au quotidien était plus aligné avec tes valeurs, et c'était ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'était une difficulté pour toi de manager des projets de réorganisation qui n'était pas aligné avec tes valeurs, en fait, qui reposait beaucoup sur faire des plans de licenciement et pas optimiser autrement finalement l'activité économique.
Oui, c'est-à-dire que pour moi, il y aurait pu avoir éventuellement d'autres portes de sortie, ou alors quitte à faire un plan de licenciement, il y a certaines façons de s'y prendre, et moi, j'étais pas en phase avec les façons qu'on m'a imposées. Ok, du coup, en parallèle, tu avais découvert la plongée. Comment tu as découvert la plongée ? Complètement par hasard. Je te disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui se sont passées par hasard dans ma vie. Et la plongée, ça en fait un peu partie. J'étais en vacances aux Canaries et je logeais dans un hôtel où j'ai entendu en fait un jeune homme au petit déjeuner qui racontait la plongée qu'il avait faite la veille à son père. Et je suis allée le voir en lui demandant, ça a l'air vachement sympa ton truc, comment on fait pour démarrer cette activité-là ? Et il me dit, écoute, moi le club de plongée dans lequel je plonge, c'est celui-là, il est à telle adresse, tel endroit, tu peux aller te présenter là-bas et puis demander à faire un baptême de plongée. Et voilà. C'est pas, et voilà, et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le baptême s'est très mal passé. C'est vrai ? Je te jure, le baptême s'est très très mal passé. Alors, si un jour il y a des gens qui écoutent ce podcast et qui ont une mauvaise expérience en plongée, accrochez-vous. Rien n'est impossible. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors en fait, ça s'est très mal passé parce que le moniteur a peut-être sous-estimé mon anxiété. Alors moi, je suis arrivée avec mon physique de nageuse, mais ça voulait pas dire que j'avais pas peur. Et en l'occurrence, j'avais très très peur. Et j'ai eu très très peur à partir du moment où j'ai le matériel sur le dos. Et moi, ce qui m'a pas plu du tout, en fait, c'est justement cette sensation de lourdeur, cette sensation de respirer sur du matériel par la bouche. Ce sont des choses qui m'ont vraiment posé problème parce que ça correspondait pas du tout à ce que je faisais en natation. Et ça m'a profondément gênée, en fait. Et j'ai eu cette sensation de pas avoir assez d'air. Enfin voilà. Physiquement, j'étais pas bien. Et du coup, j'ai vraiment pas apprécié le moment, mais ça s'est presque fini en panique, quoi. C'était pas agréable du tout. Alors, c'est ouf parce que moi aussi, tu sais, la première fois, j'étais tellement stressée. J'ai fait une crise d'angoisse sur le bateau qui m'emmenait au lieu du baptême de plongée. J'ai dû laisser passer d'autres personnes. Enfin, on était plusieurs à vouloir faire un baptême, donc vraiment, j'ai fait allez-y. Je suis pas sûre d'y aller tellement j'étais stressée. Et une fois dans l'eau, moi, j'étais accrochée à l'épaule de mon moniteur, mais je l'ai pas lâché, quoi. C'était vraiment bras dessus, bras dessous pendant tout le baptême. Mais du coup, tu sors de là et tu te dis quoi ? Tu te dis bof, non merci, plus jamais. Non, pas du tout. Je me suis dit c'est pas juste parce que du coup, j'avais tellement pas apprécié le moment que j'avais pas observé ce qu'il y avait autour de moi. J'avais pas vu d'animaux, j'avais pas vu de poissons, j'avais pas vu de tortues, donc j'étais super déçue parce que je me suis dit non mais attends, les autres qui plongent, ils voient des super trucs, moi aussi j'ai envie de les voir. Allez, je prends sur moi. Et donc de retour de mes vacances, je vais m'inscrire dans un club qui faisait son entraînement en piscine sur une année complète. Cette persévérance, c'est ouf. Et je voulais pas lâcher le truc, hein. Donc du coup, je suis allée m'entraîner toutes les semaines à la piscine et toutes les semaines, j'ai appris à monter mon bloc, démonter mon bloc, à l'avoir sur le dos, à respirer avec, à vider mon masque et à force de répétition, finalement, j'ai fini par prendre un petit peu confiance. Donc, alors monter le bloc, pour les gens qui savent pas, c'est juste, en gros, tu as de la bouteille dans laquelle il y a de l'air, et on attache ça sur un gilet qu'on gonfle, qui permet d'ajuster sa flottaison sous l'eau et de ne pas couler à pic, parce qu'effectivement, c'est hyper impressionnant quand tu mets le bloc sur le dos, c'est très très lourd. Enfin, là, c'est une dizaine de kilos, je pense, quand tu as une bouteille de 12 litres. Un petit peu plus, ouais. Ok, c'est pour ça que je galère. C'est extrêmement lourd. Et en plus, si t'as jamais plongé, la petite surprise, c'est qu'on te rajoute des poids à la ceinture. Et que vraiment, moi, c'est quand ils m'ont proposé la ceinture de plonge, j'ai fait mais moi j'ai fait un bac S, moi je me jette pas à l'eau avec des plombs à la ceinture, je suis pas folle. Et voilà, tout ça fait partie de l'apprentissage de la plongée. Donc c'est quoi, pendant un an t'as fait que de la piscine ? Ouais, pendant un an j'ai fait que de la piscine. Et quand est-ce que t'es retourné plonger en milieu naturel ? L'été d'après, en fait, j'ai eu une semaine de vacances et du coup je me suis dit allez, on vient de me donner mon niveau 1 en piscine, ça y est, yes. Et donc du coup pour le valider définitivement, ce niveau 1, t'es censé faire 4 plongées en mer, parce que la plongée ça se passe quand même plus en mer que en piscine. La piscine c'est un super lieu d'entraînement, mais c'est pas suffisant. Donc je pars faire mes 4 plongées en mer et en fait ça s'est globalement bien passé. J'avais plus du tout les appréhensions que j'avais eues au moment du baptême, j'avais réussi à laisser tout ça de côté et donc ça y est, j'avais eu le déclic. Qu'est-ce que t'as vu ? Qu'est-ce que tu retiens de ces 4 premières plongées ? Du coup, cette fois-ci, j'ai vu des choses dans l'eau.
que c'était plutôt joli. Donc ça avait été des vrais moments de plaisir en fait, parce que j'avais plus du tout les appréhensions que j'avais eues par rapport au matériel au départ, que en fait j'avais gagné un petit peu de maîtrise technique, donc j'appréciais de pouvoir me faire un peu confiance sur cette activité-là. Et puis surtout, je plongeais pour voir et observer le milieu naturel, et que du coup cette fois-là, j'avais pu le faire. Et alors, à quel moment tu décides de devenir, d'arrêter ton autre job et de te lancer professionnellement dans la plongée? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le basculement? Le basculement, alors c'est que du coup, comme ça m'avait plu, que ça s'était globalement bien passé, je repartais de mes vacances avec des sensations positives. Alors je me suis lancée dans le niveau 2, et puis après j'ai passé le niveau 3, et puis après j'ai passé le niveau 4. Alors attention, est-ce que tu es en train de les énumérer comme si c'était une partie de plaisir, alors qu'en fait... Non, ça a été du travail. Plus difficile que alors, ça. Oui, c'est un petit peu plus difficile que ça, mais il y a eu du travail bien évidemment, sauf que moi j'ai découvert plein de choses aussi. J'ai découvert plein de choses physiquement, j'ai découvert plein de choses techniquement, et j'ai pas fait énormément d'activités différentes dans ma vie, mais par contre les quelques-unes que j'ai fait, j'ai essayé vraiment de pousser au bout chaque fois que ça a été possible. Ça a été le cas en musique, du coup ça a été le cas en natation, et maintenant c'est le cas en plongée. C'était ça l'idée. Donc moi, à chaque fois que je progressais techniquement et que je gagnais en aisance dans l'activité, en fait je me faisais de plus en plus plaisir, en plus de pouvoir profiter d'un milieu qui n'est pas notre milieu habituellement. Donc le niveau 2, c'est celui qui permet de descendre jusqu'à 40 mètres en étant encadré avec un moniteur, et jusqu'à 20 mètres en autonomie. Exactement. Et ça, tu l'as aussi passé en club pendant l'année ? Oui, en fait, j'avais fait une partie en club, et puis après, j'avais finalisé dans une structure commerciale bord de mer, pareil, pendant les vacances. Donc ça a été l'année d'après. À partir du niveau 3, du coup, mes niveaux, je les ai passés sur l'UCP Agnolon parce qu'on me les avait recommandés. Donc là, c'est une bonne école. Tu pourras confirmer. Et du coup, entre le niveau 2 et le niveau 3, t'as fait beaucoup de plongées ? Non, mais je suis pas un exemple à suivre là-dessus. Donc toi, t'as enchaîné. Mais en fait, c'est pas... tu dis ça parce que on recommande d'acquérir de l'expérience avant de passer ces niveaux, mais la vraie raison, c'est parce que c'est difficile de passer ces niveaux. Et en fait, c'est vraiment très difficile d'arriver au niveau 3 en ayant peu d'expérience de plongée, parce que j'en ai fait l'expérience cette semaine. Alors, il faut savoir qu'on enregistre entre mes 2 semaines, moi, de formation de niveau 3, et que la première semaine, c'est déjà vérifier qu'on a les acquis, et que les acquis d'un niveau 3, c'est de savoir s'immerger proprement, de savoir descendre à la bonne vitesse, de savoir se stabiliser à n'importe quelle profondeur. Et se stabiliser, ça veut dire rester immobile, en fait, pas palmer dans tous les sens comme moi. Et tout un tas d'interventions sous l'eau, savoir réagir à plein de situations. Et ça, effectivement, toute cette aisance, elle s'acquiert pour la plupart des gens avec de l'expérience. Mais alors, en fait, toi, visiblement, tu as réussi, c'est surtout que tu as réussi à passer ces niveaux, le 3 et après le 4, j'imagine, ouais, avec finalement assez peu d'expérience, ouais, en mer. Tout à fait. Alors, c'est pas un exemple à suivre du tout. Moi, je vous recommande pas de faire ça. Alors, forcément, c'est ma position d'aujourd'hui qui me pousse à le dire. Néanmoins, moi, à l'époque, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Ça n'a pas été une partie de plaisir. J'ai vraiment dû travailler et me concentrer sur chaque plongée pour comprendre ce qui se passait dans l'eau. Je pense que l'avantage que j'avais, c'est que j'étais nageuse et que les sensations dans l'eau sont des choses quand même qui étaient installées chez moi. J'avais un référentiel de sensations en fait en lien avec ce qui se passait dans l'eau. On va dire ça comme ça. Après, j'ai travaillé énormément. Donc à chaque fois que j'ai été en stage en fait pour passer ces différents niveaux, c'était pas du repos. Je les ai beaucoup préparés, je les ai beaucoup préparés d'un point de vue théorique, et puis après, comme dit, chaque plongée était très très intense pour moi. Tu vivais chaque plongée comme un exercice en fait, de vérifier tout ce que tu es en train de faire, analyser tout ce que tu es en train de faire. Exactement. Et puis en plus de ça, finalement, des plongées plaisir, j'en avais pas tant que ça, quoi. J'ai eu beaucoup de plongées techniques. L'avantage, c'est que j'avais pas des sensations qui auraient pu ne pas être les bonnes, qu'on aurait dû déconstruire pour reconstruire d'autres derrière. C'est que du coup, en fait, on a pu tout de suite me mettre dans un moule parce que je pouvais que être à l'écoute de ce qu'on allait me donner. Tu avais gardé peut-être ce côté bon élève comme quand tu avais 7 ans, en fait, si on m'apprend les choses comme ça, je vais les faire comme ça. Oui, certainement. Si on me dit de les faire comme ça, c'est qu'il y a une raison. Donc je vais essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on essaye de me faire ressentir. Et alors, à quel moment tu te dis au revoir l'entreprise? En fait, du coup, ce qui s'est passé, c'est que donc niveau 2, niveau 3, niveau 4, et puis après, je suis allée au monitorat fédéral. Au départ, en fait, c'est parce que comme j'avais eu besoin de compenser
ma vie professionnelle, parce que j'avais un certain nombre de frustrations. Je m'étais dit que je vivrais mieux les choses si j'avais un dérivatif. Donc, mon objectif au départ, c'était de m'investir dans un club associatif et puis, du coup, d'enseigner un petit peu de plongée. En 2013, c'était la dernière année où on avait la possibilité en fait de basculer du monitorat fédéral, donc qui te permet justement d'intervenir en structure associative au sein de ton club, vers le brevet d'état d'éducateur sportif en fait. Et du coup, j'ai profité de cette passerelle qui te permet d'exercer. Donc le brevet d'état d'éducateur sportif qui te permet d'exercer en structure professionnelle contre rémunération. Et donc à l'époque, cette passerelle en fait, elle était pas relativement simple, mais il y avait une quinzaine de jours de formation que tu devais suivre au CREPS. Donc les CREPS en fait, ce sont les établissements qui forment les sportifs de haut niveau notamment et qui forment aussi les éducateurs sportifs de fait. Ils relèvent du ministère Jeunesse et Sport et à condition d'avoir les connaissances de base nécessaires en anatomie, physiologie du sport, donc que tu validais aussi au travers d'un examen national, le secourisme, tu avais, et puis donc ton monitorat fédéral, tu avais la possibilité de suivre cette passerelle. Et au bout des 15 jours, de te présenter à l'examen national du brevet d'État. Donc, ce que j'ai fait, brevet d'État que j'ai obtenu. Et donc, à partir de ce moment-là, en fait, c'est poser la question de, moi, j'ai un autre ticket dans ma poche. J'ai quelque chose, en fait, qui me permettrait de faire un autre métier dans ma vie. Est-ce que ce serait pas intéressant de faire une expérience, étant donné que je m'y retrouve plus dans mon boulot et qu'en plus, vraiment au moment en fait où j'ai obtenu mon brevet d'État, les perspectives qu'on me proposait, elles me convenaient de moins en moins et que ça n'avait pas l'air de se dégager, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion pour moi de passer à autre chose. Et tu avais retrouvé, j'ai l'impression, un alignement entre passion et carrière. Exactement. Il s'est passé combien de temps entre ta première plongée et ce moment-là, en année ? Combien d'années ? 2009, 2013, c'était 5 ans. Tic-tac pour moi. Hein. Je suis à 4. C'est toi qui vois. Moi, j'aurais un peu plus de mal parce que je pense que... Donc déjà, moi, je suis pas une sportive de haut niveau. Ouais, moi non plus. Donc, déjà, il va falloir... Alors, il va falloir que moi, je sois un peu plus solide physiquement avant de réussir. Parce qu'il y a des sélections avant de rentrer en formation au CREPS. Alors, pour le brevet d'État, la passerelle du brevet d'État, en l'occurrence, non, il n'y en avait pas. C'est ça. Okay. C'est-à-dire que les dernières sélections, en fait, elles se passaient, la dernière épreuve physique, elle avait lieu au moment où tu passais ton niveau 4 guide de palanquet. Après, derrière, tu basculais principalement sur de la théorie, sur de la pédagogie, mais tu étais plus du tout évalué sur tes capacités physiques dans l'eau, à l'exception d'une remontée assistée de 25 mètres où on évaluait justement tes capacités à assister quelqu'un en difficulté. Puisque tu vas être moniteur, tu vas encadrer dans l'eau, donc tu dois être capable d'assister les personnes que tu encadres si jamais il devait y avoir un souci. C'est la seule épreuve technique en fait. Et cette épreuve-là, tu la passes au moment du monitorat fédéral. Donc moi, quand j'ai passé ma passerelle, en fait, j'ai pas eu de test physique. J'avais déjà validé. Et oui. Mais alors justement à propos de ce point-là, parce que alors moi j'ai découvert la plongée avec l'UCPA et j'ai été formée essentiellement à Agnolon et j'adore cette activité et il y a une dimension quand même très comment je peux dire ça, qui force l'humilité. C'est le danger auquel on s'expose. On va quand même respirer sous l'eau. Et toi, en choisissant cette carrière, t'avais pas peur d'avoir à gérer ça, en fait, d'avoir à gérer potentiellement des accidents de plongée, des gens à qui il arrive des trucs sous l'eau, sous ta responsabilité. C'est pas quelque chose qui te faisait peur ? Peur, non. J'y pensais, bien évidemment. À chaque séance, à chaque plongée, tu essayes d'avoir l'œil sur ce qui potentiellement pourrait devenir une difficulté au cours de la plongée. Par contre, moi j'ai exercé, à partir du moment où j'ai eu mon brevet d'État, j'ai exercé principalement sur l'UCPA Agnolon et j'ai eu la possibilité, avec les cadres qui étaient en place, de me recycler régulièrement sur mes compétences et de progresser. Donc c'était pas une peur pour moi parce que je pensais quand même avoir les moyens de gérer une situation de ce type si jamais ça devait arriver. Et ça t'est déjà arrivé ? Et ça m'est déjà arrivé. Tu peux me raconter une qui t'a marqué particulièrement ? Alors oui, mais alors j'en ai eu qu'une. Ah. Heureusement, j'en ai pas non plus beaucoup. J'en ai vécu une vraie. C'est une plongeuse qui est arrivée pour passer son niveau 3. Donc du coup, les séances de technique se passaient plutôt autour des 40 mètres.
Oui, parce que le niveau 3, le but, c'est d'être un plongeur autonome jusqu'à 60 mètres. Exactement. Donc forcément, en fait, ce qu'on cherche à faire, c'est transposer les compétences qui ont déjà été acquises sur les précédents niveaux en profondeur, du coup. Et donc, du coup, la séance technique se passait à 40 mètres, en fait, et elle a eu à un moment une difficulté respiratoire. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment de panique dans ses yeux, où elle a voulu... alors, dans les moments de panique, hein, elle ou n'importe quel autre, ce sont des choses auxquelles on fait très attention. Il y a un espèce de réflexe terrien qui se remet en place où tout ce qu'on veut faire, c'est regagner la surface. Donc on enlève le masque, on enlève le détendeur et on cherche à remonter à tout prix à la surface. Sauf que de 40 mètres, en fait, tu peux pas faire ça. La remontée, elle est beaucoup trop longue. Du coup, en fait, il y a eu ce moment de panique dans ses yeux. Ça, tu le vois. Tu vois qu'elle... Ah, tu le vois, en fait. Ça se voit vraiment sur le regard. C'est très, très net. Hein. Ça fait des yeux très écarquillés. Comme ça, tu peux pas passer à côté. Et je la vois approcher sa main du masque. Et là, pour l'enlever. Exactement, pour l'enlever. Et puis, du coup, de fait, la deuxième étape aurait été qu'elle aurait enlevé le détendeur. Et puis là, elle aurait cherché à palmer à toute vitesse pour remonter à la surface. Sauf que quand on est moniteur et qu'on se recycle un petit peu, il y a quand même des automatismes qui sont en place. Et en fait, le truc, tu le vois se dérouler. Donc, tu sais que c'est ça qui va se passer. Du coup, tu réagis avant. Il y a des techniques, il y a des techniques d'assistance. Et donc moi, en fait, j'ai appliqué simplement la technique qui consistait à lui maintenir au moins le détendeur en bouche et puis à la remonter à une vitesse qui était adaptée par rapport à la plongée qu'on venait de faire et qui la mettait pas en danger par rapport à d'autres incidents qui peuvent survenir. Et je vois que sa panique ne passe pas et que la difficulté respiratoire augmente de plus en plus. On le voit en fait parce que le détendeur, il fait des bulles. Quand on expire, du coup, ça se traduit en bulles. Et donc on est capable, en fait, visuellement de se rendre compte de comment la personne respire, si elle respire vite, fort, pas fort, et pareil à l'expiration. Et donc elle, en fait, du coup, tu voyais que ça fonctionnait plus. Enfin, elle respirait très fort, ça faisait des bulles de partout. Ah si, d'accord, c'est l'inverse. Ça faisait beaucoup de bulles. Oui, ça faisait beaucoup de bulles, en fait, comme si elle était très très essoufflée. Sauf qu'il y avait aucune raison qu'elle soit essoufflée, puisque du coup, elle ne faisait plus aucun mouvement. Moi, je la tenais, j'étais en train de la remonter, et du coup, ça ne semblait pas être une panique classique de quelqu'un qui se rassure quand on voit qu'on est à l'approche de la surface. En fait, cette plongeuse-là, elle était en train de faire ce qu'on appelle un œdème pulmonaire, c'est-à-dire que pour une raison donnée, en fait, ses poumons réagissent à une forme d'agression et commencent à se remplir d'eau. C'est une réaction de n'importe quel tissu qui se sent agressé en fait et qui va justement produire de l'eau ou se remplir d'eau. Donc ça a été le cas pour ses poumons, ce qui explique le fait qu'elle ne pouvait plus respirer normalement, forcément. Et arrivée en surface, du coup, rappel du bateau, on récupère donc cette plongeuse, on la remonte sur le bateau et puis on met en place la chaîne des secours qui est prévue. Il y a des protocoles qui sont quand même très, très précis, très détaillés. Et puis elle a été évacuée en fait, cette plongeuse. On a appris après coup qu'en fait elle avait un problème médical qui favorisait justement la survenue des œdèmes pulmonaires. Donc elle a juste été victime de ses antécédents médicaux à elle, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Parce que toi aussi, tu as remonté de 40 mètres là du coup. Alors moi aussi, je suis remontée de 40 mètres. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'on avait une organisation de plongée un petit peu particulière pour travailler ce type de technique à cette profondeur-là. Et en fait, moi, j'aurais dû faire des paliers de décompression que j'ai pas pu faire puisqu'il fallait que je la remonte à la surface. Donc du coup, moi comme elle, on a toutes les deux été évacuées à l'hôpital. Et moi, j'ai été recomprimée en caisson pour pouvoir faire ma désaturation. Et c'est la première fois que tu étais en caisson? C'était la première fois. J'espère la dernière. La dernière aussi. À quoi tu pensais quand t'es resté longtemps dans le caisson? Ouais, je suis restée un peu plus de 3 heures et je me demandais en fait ce que j'avais pas vu ou ce que j'avais pas géré sur la séance pour que ça lui arrive. Parce que moi, j'avais pas l'information en fait qu'elle avait un souci médical. Elle avait présenté un certificat médical en bonne et due forme d'un médecin qui était tout à fait habilité à le lui signer. Et donc moi, j'avais pas identifié du tout qu'il y avait un souci de ce type-là. Et je me suis demandé en fait dans quelle mesure j'avais été responsable en fait de ce qui lui était arrivé. Je pensais qu'il y avait peut-être quelque chose que j'avais pas perçu pendant la plongée et que du coup finalement c'est un manque de vigilance de ma part qui avait généré cette chose-là. Alors du coup tu sais que c'est pas le cas? Non, du coup j'ai été débriefée en fait par l'équipe médicale qui l'a suivi derrière et effectivement qui m'a expliqué pourquoi c'était pas le cas. Ok. Et est-ce que cet événement a eu pour effet plutôt de redonner confiance dans en fait yes, je sais gérer parce que j'ai su gérer et ça me renforce dans je sais gérer ça, ou est-ce que d'un autre côté ça t'a plutôt remis à zéro sur oh, c'est vrai que ça peut se passer ce truc-là et la preuve il s'est passé ça? J'ai vécu les deux phases en fait, c'est-à-dire que sur le coup, moi quand je suis sortie de l'eau en attendant les pompiers,
Mon hiérarchique direct est venu me voir, le directeur du centre dans lequel je travaillais est venu me voir, tout le monde est venu me voir en me disant t'as fait du super boulot, vraiment bravo. Et je comprenais pas en fait, parce que pour moi non, j'avais eu un souci avec elle dans l'eau, potentiellement c'est moi qui l'avais généré, et je comprenais pas qu'on puisse me dire ça. Après derrière j'ai eu le débriefing de l'équipe médicale qui a reposé des éléments d'analyse derrière ça. Donc du coup ça m'a effectivement plutôt redonné confiance, parce que je me suis dit bon, cette situation là, cette fois-ci je l'ai vécue pour de vrai, c'est plus de la théorie, c'est plus de l'entraînement, ça m'est vraiment arrivé et je l'ai géré. Mais en fait, les différentes phases, elles se succèdent. Donc cette phase-là vient assez rapidement derrière, et puis ensuite il y a une forme de choc post-traumatique aussi qui te refait dire ouais, mais si ça doit m'arriver une prochaine fois, je vais plus savoir le faire, là j'ai dépensé trop d'énergie, je suis trop traumatisée, encore un peu sous le choc, donc si ça doit m'arriver de nouveau, je saurais pas gérer, je vais avoir trop de stress. Et puis après finalement tu retournes à l'eau et tu redéroules les séances, et puis ça se passe bien, et le post-traumatisme il commence à dater un petit peu, et tu reprends confiance petit à petit en disant non mais oui, c'est bon, en fait ça m'est arrivé, je sais gérer en entraînement. Par contre, tu parlais d'humilité tout à l'heure, je pense qu'il y a une chose qui doit rester, c'est de se dire ça m'est déjà arrivé, j'ai su le gérer une fois, il faut que je continue de me maintenir à jour, de m'entraîner pour pouvoir être capable de les gérer les fois suivantes si ça doit m'arriver. Parce qu'en plus, au moment où ça m'est arrivé, peut-être la semaine d'avant, justement, j'avais fait une remontée d'entraînement de ce type-là, et je me suis dit, je me félicite vraiment d'avoir consacré du temps en fait à me maintenir à jour, à me recycler sur mes compétences, parce que si je l'avais pas fait, est-ce que vraiment j'aurais pu gérer la situation, j'en sais rien. D'avoir eu l'humilité de te dire ouais, une truc d'entraînement je le fais, c'est pas moi c'est chaque pas, fois que j'ai l'occasion chaque okay. fois que j'ai l'occasion j'essaye de le faire et parce que je suis pas à l'abri que ça puisse de nouveau m'arriver, peut-être pour une fois ce sera de ma faute, peut-être pas, j'en sais rien, mais si jamais ça doit m'arriver, au moins que je sois capable d'assurer la bonne sortie. Ça me fait un bien fou de te parler ce soir. Donc comme je suis en formation de niveau 3, moi il m'est arrivé un truc la semaine dernière, alors c'est sans commune mesure avec ce que tu as vécu. Là où je peux faire une comparaison, c'est sur, je suis passée par les mêmes phases. Donc moi j'ai fait un essoufflement à 6 mètres. Donc un essoufflement, ça veut dire que j'arrive plus à respirer, tout simplement. Et ça m'arrive à l'immersion, vraiment j'arrive à 6 mètres et j'ai de l'eau à mi-masque et j'arrive plus à respirer. Et je me rends compte que j'arrive pas à vider mon masque, ce que je dois faire normalement en soufflant par le nez, mais ça ne marche pas. Et là je me rends compte que j'ai un message d'alerte qui apparaît devant mes yeux et qui me dit tu ne respires plus. Et à ce moment-là, j'ai exactement comme ta plongeuse en panique, j'ai 2 protocoles qui se déclenchent. Alors moi j'ai les 2 parce qu'effectivement j'ai bossé ma théorie. Moi aussi je suis studieuse, j'ai fait tous mes trucs et tout, donc je sais comment il faut réagir et comment il faut pas réagir. Mais t'as quand même l'instinct de survie qui se déclenche et qui dit en fait arrache ce que t'as sur le visage et respire. Et donc je vois ma main droite qui se rapproche et j'ai l'autre, le protocole de plongée, je l'ai appelé, qui de l'autre côté de mon visage est en train de dérouler et me répète en boucle, quoi qu'il arrive, on ne lâche pas le détendeur. Quoi qu'il arrive, on ne lâche pas le détendeur. Et du coup, quand ma main arrive sur le détendeur, au lieu de l'arracher, elle le maintient parce que j'étais en train de le cracher. Et ça m'a, donc ça c'était pas grave, j'étais vraiment juste en dessous de la surface et j'ai vu toute cette situation se dérouler et en fait moi j'ai cherché les yeux de mon moniteur et je sais que si j'avais été plus bas je serais allée vers l'avant pour l'attraper, mais là vraiment j'étais poumon gonflé parce que j'étais en train de respirer comme un bœuf, donc je me retrouve à la surface, mais au moins bouche ouverte et voix dégagée, enfin j'ai pas retenu l'air et j'ai pas bloqué. Et à la surface, il s'est passé tout ça, quoi. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui vient de m'arriver et qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois. Je m'en suis voulu tout de suite. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et de retour sur le bateau, j'avais cette peur panique de, je viens de tomber à cheval. Et si ça se trouve, je vais plus jamais réussir à monter sur le cheval. Et je suis retournée à l'eau assez vite après, juste en combinaison et en palme, juste pour être dans l'eau et puis me laisser porter par l'eau, tu vois, pour me calmer, pour me dire, ça va, tout va bien, quoi. Et c'est vrai qu'avec le recul, tout ça c'est pas grave. Enfin, c'est vraiment un incident, c'est un incident de plongée loisir. Mais je l'ai vécu comme un rappel à l'humilité. J'étais vraiment une plongeuse d'habitude et j'étais vraiment partie avec mes propres réflexes et ça m'a remis un petit peu sur le rail de attention. J'ai l'impression de m'être fait sonner les cloches sur ces moments-là.
Oui, c'est important ce que tu dis, c'est que effectivement, il faut pas rentrer dans les habitudes. On pratique quand même un sport, alors malheureusement qui est médiatisé principalement autour de ces accidents, mais les accidents et les incidents, c'est une proportion très très faible parmi toutes les plongées qu'on peut réaliser. Ça, il faut quand même le garder en tête. Par contre, à condition qu'à chaque plongée, on se pose la question de comment ça va se passer et de qu'est-ce que je dois faire pour que cette plongée-là, elle se passe au mieux. Donc c'est important effectivement de pas avoir... alors si, c'est bien d'avoir des habitudes, c'est bien d'avoir des automatismes, parce que ce que tu décris, c'est quand même des choses qui sont ancrées dans ton cerveau. Je dois pas lâcher le détendeur, je dois toujours être en train de respirer, tu vois. Et ça s'est redéclenché en l'occurrence pour toi. Donc c'est quand même important qu'il y ait des automatismes en place, mais par contre c'est aussi très important simplement de reprendre conscience que c'est un milieu qui n'est pas le nôtre, hein, donc c'est pour ça qu'on a besoin de matériel pour pouvoir y aller. Il y a des conditions qui sont plus favorables que d'autres, hein, donc quand les conditions sont un petit peu moins favorables ou que ce jour-là c'est moins physiquement ou intellectuellement qui sont un petit peu moins présentes, et qu'est-ce que je dois faire, à quoi je dois faire attention, qu'est-ce que je peux mettre en place pour que ça se déroule le mieux possible. Après, il ne faut pas avoir peur des situations qu'on vit. Tu vois, là, ce que tu disais, quand tu as utilisé le comparatif, je suis tombée à cheval, est-ce que je vais remonter un jour ? On dit aussi, il faut remonter tout de suite derrière. Ouais. Bon, en plongée, c'est pareil. C'est très très important en fait de ne pas laisser les sensations négatives s'ancrer. Et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, quand on disait que c'était important d'avoir de l'expérience entre chaque niveau avant d'aller chercher le niveau suivant, c'est parce que si on n'en a pas suffisamment et que techniquement ce qui est demandé, ça nous pousse un petit peu trop dans les limites, et en fait c'est pas bon, notamment pour notre mental, parce que du coup on va en créer énormément de sensations, un petit peu de non-maîtrise, un petit peu d'anxiété. Et sont des choses en fait qui sont pas bonnes, et le cerveau il nous en tient un petit peu rigueur ensuite. Alors t'as raison de souligner que les accidents c'est quand même minoritaire dans cette activité. Mon moniteur m'a dit cette semaine qu'il y a plus de gens qui se tuent en tennis, en faisant du tennis, qu'en plongée. Ouais. En tennis, en ping-pong, au foot, au vélo. Voilà. Donc ça remet un peu les choses en perspective. Et justement, excellente transition. Je voulais plutôt qu'on parle de tout ce que tu retires de cette activité. Toi, parce que donc, tu avais quitté ton premier job parce que tu n'étais plus aligné avec tes valeurs. Ce que tu faisais, tes valeurs n'étaient plus alignées à ce moment-là. C'est quoi l'alignement que tu retrouves dans la plongée vis-à-vis de tes valeurs, de ce que tu avais envie de faire dans ta vie ? Qu'est-ce que tu en retires ? Alors, moi déjà, du plaisir au quotidien, ce que j'avais plus forcément dans mon précédent boulot. En fait, dans mon précédent boulot, ce qui devenait compliqué, c'est que chaque sujet qui tombait, chaque nouveau projet, ça me coûtait énormément d'énergie. Là, aujourd'hui, c'est plus forcément ce que je vis. Aujourd'hui, je prends du plaisir juste à retourner travailler le matin. Et ça, c'est déjà très précieux. Après, sur la composante enseignement, ce que j'apprécie, c'est que je vais avoir des plongeurs qui vont arriver, ils arrivent pour se former. Donc à qui je vais pouvoir en fait transmettre des choses, parce que justement ils sont là pour ça, ils sont là pour prendre les billes que j'essaye de leur donner. Dans mon précédent boulot d'ailleurs, c'était ce que j'appréciais avec mon équipe. C'était justement la partie développement en fait. Donc moi j'ai été manager d'une équipe d'une dizaine de personnes. Il y a la partie administrative qui est pas forcément toujours très funny. J'avais une partie d'opérationnel, c'était la partie dans laquelle je prenais moins de plaisir. Mais par contre, de voir mes équipiers, de leur confier des projets parce que je voulais les voir se développer sur certaines compétences ou les voir grandir, prendre de l'ampleur et puis les préparer pour la suite de leur parcours professionnel, en fait ça faisait partie des choses qui me plaisaient le plus. Je le retrouve pas de la même manière ici, puisque je suis plus du tout en situation de management, mais par contre je suis en situation de transmettre. Et du coup, de me dire que le plongeur en fin de semaine qui va repartir, il va repartir en ayant des billes et en ayant plus du tout la même tête dans l'eau, et en fait ce sont des choses moi qui m'éclatent. Clairement, je me fais vraiment plaisir avec ça. Alors après, en plus de ça, moi j'ai un petit côté sensibilisation à l'environnement et j'essaye de leur transmettre aussi ce truc-là. Et je me dis aujourd'hui que si moi je le fais dans mon quotidien, vu le nombre de plongeurs finalement que je forme et que je certifie chaque année, ça fait quand même des petites graines que je plante chez beaucoup de monde. Et ça me fait très plaisir aussi de me dire qu'il y en a quelques-unes qui vont pousser, et c'est ma petite contribution à moi.
beaucoup de transmission. Et moi aussi, je me retrouve là-dedans. C'est un truc que je trouve très épanouissant au quotidien. Alors, moi, je suis rédactrice en chef de Mademoiselle, mais j'ai beaucoup cette dimension-là avec ma propre équipe où finalement, je peux leur transmettre mon expérience. Et ouais, je comprends totalement ce que tu veux dire. C'est un métier qui te permet aussi de voyager. Oui. T'as fait des voyages qui t'ont marqué? Alors, j'en ai pas fait beaucoup, en fait, des voyages. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait quelques-uns. J'ai l'Égypte qui m'a beaucoup marquée parce que ça a fait partie de mes premières vraies belles plongées, en fait. Alors, je dis pas que la Méditerranée, c'est pas joli, loin de ça. Mais la Méditerranée, pour moi, ça a été surtout mon terrain d'entraînement, en fait. Donc, j'ai beaucoup travaillé. J'ai beaucoup fait de plongées techniques pour passer mes niveaux. Et je me suis toujours dit, je vais garder les destinations un petit peu plus cotées pour la partie plaisir. Et en fait, la partie plaisir, elle est venue finalement assez tard pour moi. Par contre, quand elle est venue, effectivement, j'ai essayé d'en profiter. Donc, je garde l'Égypte en très très beau souvenir parce qu'il y avait énormément de diversité, une belle eau claire, bleue, avec plein de couleurs, plein de poissons différents, et que ça a été des rencontres assez surprenantes. Voilà, c'était je sais pas comment le décrire, c'est marrant en fait. Ça a été vraiment des moments pas des moments où j'étais coupée complètement. Alors en plus c'était en croisière bateau, on était loin des côtes, il nous avait fallu plusieurs heures pour s'éloigner. Donc ça ancre encore plus cette sensation un petit peu de se couper du monde et du coup j'avais bien aimé ça. J'étais complètement immergée dans ce milieu-là et puis en plus ce milieu-là il était particulièrement beau. Donc ça c'est un beau souvenir. Je suis allée plonger dans les Antilles aussi. Alors les Antilles pareil, très très beau souvenir. Et je reviens d'un an en Polynésie. Je passe un an en Polynésie. Waouh! C'est quoi les plus belles rencontres que tu as faites sous l'eau? Le requin-baleine, ça c'est une sacrée rencontre. Tout de suite, très bien. Et tu me demandes les plus belles. Ouais, le requin-baleine, ça c'est une sacrée rencontre. Après, c'est quoi? C'est 12 mètres les requins? Alors moi c'est un petit bébé que j'ai vu. Ça va te faire sourire, un petit bébé, ça fait 6 mètres. Okay. Donc ça, tu vois la masse se dessiner au loin et tu te dis non, c'est pas possible. Mais si, c'est ça. Et waouh, j'en ai pleuré. Très belle rencontre également, les raies. Alors en Polynésie, 2 sortes principalement qu'on a vues en plongée, ce sont les mantas. Alors ça c'est majestueux parce que elles sont d'une grâce dans l'eau, c'est très très beau. Les raies léopards, autre style. Elle, ce qui a été impressionnant, c'est des fois la masse, en fait. Elle se déplace en bancs de plusieurs dizaines d'individus. Et du coup, quand tu vois ce groupe-là arriver, waouh. Très très belle rencontre aussi, ça a été les baleines. Alors moi, j'ai eu de la chance. Donc il y a une réglementation qui est très stricte en Polynésie, qui détermine en fait les espaces d'approche. Par contre, quand c'est l'animal qui vient à toi, tu peux le laisser interagir. Moi, j'ai eu de la chance, en fait, je l'ai croisé en plongée. On était en train de descendre avec ma palanquée et la baleine était en train de sortir avec son baleineau et tu vois l'animal se déplacer juste en dessous de toi et waouh. Le vertige. Ah ouais, complètement. Donc ça c'est très très beau souvenir. Après la diversité de requins, tant en Polynésie qu'en Égypte, tu fais quelques belles rencontres aussi. Alors c'est impressionnant parce que il y a un petit peu l'imagerie qui tourne autour du requin, soit dit au passage, qui est pas du tout conforme à ce qu'on entretient dans les films. Mais oui, ça c'est pareil. Il y a des très très belles rencontres de gros individus qui sont imposants. Donc tu te sens tout petit face à côté de ça et t'apprécies vraiment le moment. Et puis après, il y a aussi pour des individus plus petits, le volume, quoi. Quand tu fais ta plongée, moi je me souviens de plongée qu'on avait faite avec une petite nurserie de requins gris. Ils étaient 30 ou 40, des tout petits bébés comme ça là à tourner. Ça fait partie des jolis souvenirs aussi. En Égypte, c'est le requin renard. Alors le requin renard, il est très gracieux avec sa longue queue et puis sa tête. Il a une tête très mignonne avec une toute petite bouche, des yeux très ronds et puis il a cette très très longue queue. Il a lui aussi un peu une forme de grâce dans l'eau. De toute façon, quand tu vois tous ces animaux évoluer, tu vois bien à quel point ils sont faits pour leur milieu et à quel point toi, pas du tout. Mais alors les requins, donc les gens pensent que les requins sont dangereux, agressifs. En fait, est-ce qu'en plongée, t'as déjà eu la sensation d'être menacé par un animal ou
juste en danger ou même juste menacé par un animal, quel qu'il soit? Alors, dans une situation, ça m'est arrivé dans une situation. Il y a des pratiques de feeding qui ont encore lieu en Polynésie. Alors après, il y a des textes qui essayent de le réglementer. C'est plus ou moins contrôlé, plus ou moins appliqué. Ça veut dire que tu fous de la bouffe à l'eau pour attirer les animaux. Voilà, exactement. Tu les nourris pour les faire venir, pour les attirer et puis pour les sédentariser, de manière en fait à pouvoir garantir l'activité touristique. Okay, ce qui est interdit parce que tu détruis leurs instincts naturels de chasse. Et que tu les fragilises en les faisant venir à des endroits où en l'occurrence, en fait, tu détruis complètement. Tu modifies leur comportement et tu les fais évoluer dans des espaces qui sont pas les leurs normalement. Donc, tu peux avoir certains gros requins pélagiques qui vont s'approcher parce que du coup, ils savent qu'il y a une source de nourriture, ou certains requins qui sont plutôt des requins de profondeur qui vont remonter dans des très petites profondeurs justement pour se nourrir. Donc, du coup, tu modifies leur comportement et en fait, dans l'eau, il y a des niches pour chaque animal. Donc, tu as des requins qui sont faits pour vivre en petite profondeur près des côtes. Et puis en plus grande profondeur près des côtes, et puis en petite profondeur mais au large, en grande profondeur au large, et chacun a son habitat et chacun a son type de nourriture aussi. Si tu modifies cette chose-là, forcément tu fais venir en fait des animaux qui ne sont pas censés être sur cet habitat-là, et forcément tu déséquilibres tout le restant du système. Moi du coup, la situation effectivement que j'ai vécue où j'ai trouvé que ça craignait un petit peu, en fait c'est dans un centre dans lequel je travaillais, qui pratiquait justement le feeding. Alors moi, je le pratiquais pas moi-même, mais par contre, j'encadrais des plongeurs qui évoluaient sur le même site de plongée, et en l'occurrence, c'est les moments en fait où on a pu observer effectivement que le comportement des animaux c'était pas le même, qu'ils étaient assez inquisiteurs et que c'en était oppressant finalement pour tout le monde. Le touriste qui se rend pas compte du danger, lui, ça l'éclate. Il a vu un requin de près, il a pu faire sa photo, sa vidéo, voire même son selfie pour certains. Toi, tu es encadrant, tu sais que normalement, c'est pas ce comportement-là que l'animal est censé avoir. Moi, déjà d'une, ça me met mal à l'aise parce que je suis pas en accord avec ça, je suis pas en accord avec ce type de pratique. Et puis en plus de ça, parce que le plongeur, il comprend pas forcément pourquoi est-ce que je suis pas en accord avec ça, et parce que pour être tout à fait pragmatique, il y a aussi des questions de responsabilité, et que si là, il arrive quelque chose, c'est ma responsabilité à moi qui est engagée. Donc en plus, quand on l'engage sur des choses que je cautionne pas, ça me pose franchement un problème. Ouais. Alors du coup, t'as jamais été confronté à, par exemple, des requins qui, avec leur comportement normal de requin normal, seraient menaçants? En fait, le requin sous l'eau... Eh bien non, moi ça m'est pas arrivé. D'accord. Moi, ça m'est pas arrivé. Non, clairement pas. Après, il y a des règles pour interagir avec eux, mais ce sont des règles qui sont très simples, qui sont connues. Donc, à partir du moment, que ce soit des requins ou que ce soit n'importe quel autre type d'animal qui a peut-être une publicité un petit peu moins agressive, il y a des comportements à avoir. On est dans un milieu qui n'est pas le nôtre. Encore une fois, il y a des choses que nous, on ne tolérerait pas sur Terre et qu'on voit pratiquer dans l'eau. Simplement, si on arrêtait de les pratiquer dans l'eau et puis qu'on se remette un petit peu à notre place et qu'on soit discret et respectueux dans nos interactions, ça se passe très très bien. Ouais, je pense qu'on peut faire le parallèle avec les ours. Quand tu vas au Canada, par exemple, j'ai vécu un peu là-bas, et quand tu vas te balader en forêt, t'es formé à réagir si jamais tu croises un ours ou si tu sens qu'il y a un ours qui s'approche, etc. Et c'est vrai que dans ces consignes, il n'y a pas énerver l'animal. Apparemment, sous l'eau, il y a des gens qui se permettent d'exciter les animaux. Et oui, clairement. Quand tu pratiques le feeding, c'est exactement ce que tu fais. C'est exactement ce que tu fais. Quand tu veux aller à leur interaction, que tu leur imposes l'interaction, que tu leur imposes le contact, le toucher, c'est pareil. Toi, tu te promènes dans la rue, tu voudrais pas qu'un inconnu vienne te toucher par derrière et qui t'attrape à l'épaule. Ça te ferait sursauter. L'animal, ça lui fait la même chose. C'est un délit, ça s'appelle l'outrage sexiste. Alors vous arrêtez d'emmerder les meufs dans la rue et vous arrêtez d'emmerder les requins sous l'eau. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça fait presque 1 heure qu'on parle, et c'est fascinant, et merci beaucoup encore une fois. J'ai quelques questions que je voudrais te poser pour nous amener vers la fin de cet entretien. C'est des questions un peu le jour où, j'ai appelé ça le jour où. Donc si je te demande, le jour où tu es sorti très loin de ta zone de confort, est-ce que tu penses à un moment en particulier dans ta vie? Ça m'est arrivé plusieurs fois. Ouais, j'ai plusieurs expériences après dans plein de contextes différents. J'en ai pas une qui m'a marqué plus que ça. Alors, ce que je comprends du coup, ça veut dire que pour toi, sortir de ta zone de confort, c'est pas une violence particulièrement pénible, quoi. C'est plutôt, ça t'est arrivé dans quelles circonstances? Quand t'avais envie d'aller vers quelque chose ou quand t'avais pas le choix et qu'il fallait que tu y ailles? Les deux.
Les deux, ça m'est arrivé quand j'avais envie d'aller vers quelque chose et qu'il fallait que je progresse d'une façon ou d'une autre pour pouvoir y arriver. Ça m'est arrivé parce qu'on me l'a imposé. Alors, parce qu'on me l'a imposé, hein, je pense que dans toutes les situations, à un moment donné, tu as le choix de dire non, ça, je veux pas que tu me l'imposes. Hein. Moi, je suis aussi rentrée dans le truc de dire ok, tu me l'imposes, ok, je joue le jeu, je relève le défi et puis j'y vais. Donc, il y a quand même toujours une part de consentement à quelque part. Mais ça m'est arrivé autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle et j'en garde pas un traumatisme non plus. Non, à chaque fois, ce sont des choses qui m'ont permis de progresser, pas toujours forcément là où j'aurais voulu, pas toujours de la manière que j'ai voulu. Mais c'est pas forcément dans mes souvenirs, tu vois. D'ailleurs, je suis pas capable de te citer vraiment une expérience traumatisante pour moi. Dans mes souvenirs, c'est pas forcément relié à du négatif. Si je te demande le jour où tu as fait bouger les lignes, est-ce que tu as le sentiment dans ta vie d'avoir fait bouger les lignes ? Les lignes de ma vie à moi ou les lignes de quelque chose ? Oui, j'ai un sentiment. Oui, à l'époque où j'étais manager et ça, alors pas une fois, mais ça m'est arrivé plusieurs fois parce que je pense que tu fais pas bouger les lignes en une seule fois. C'est aussi un travail qui se fait un petit peu à long terme. Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé en fait de tenir des positions que je savais être conflictuelles, mais parce que j'y croyais en fait et que ces positions-là, elles étaient importantes pour moi et que je me voyais pas porter quelque chose d'autre au niveau de mon équipe. Et donc pour mon équipe, en fait, ça m'est arrivé de tenir tête plusieurs fois et de me retrouver dans des situations conflictuelles. Alors là, typiquement, ouais, situation conflictuelle, je sors de ma zone de confort, j'aime pas ça du tout, mais c'était important pour moi de le faire ce jour-là. Alors je vais rajouter, je pense que tu fais bouger les lignes aujourd'hui en étant monitrice de plongée et spécialement à l'UCPA ici, parce que moi je fais partie, même si j'ai jamais suivi un stage de formation avec toi, mais on a plongé ensemble. La plongée, c'est un milieu très masculin de l'extérieur. Il y a peu de femmes. Et je pense que je me serais jamais sentie aussi à l'aise dans l'activité si je t'avais pas rencontrée et si j'avais pas eu cet exemple en fait de me dire ok, mais en fait elle est là, elle y arrive, elle est à ce niveau d'aisance dans ce milieu, c'est donc que c'est possible. Et ouais, je pense que tu as complètement ouvert des perspectives chez quelqu'un comme moi et j'imagine chez beaucoup d'autres jeunes femmes ou hommes qui sont passés par les stages de l'UCPA. Donc merci beaucoup pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a inspiré, un rôle modèle, alors quelqu'un, un proche ou une star, ou je sais pas, si je te demande un rôle modèle qui t'aurait particulièrement inspiré? Plusieurs. J'ai croisé sur mon parcours en plongée beaucoup de gens qui m'ont transmis des choses et notamment 2 ou 3 personnes qui ont été particulièrement présentes et qui m'ont particulièrement enrichie. Tu vois, des gens comme Christophe, des gens comme David, des gens comme Daniel sont des gens qui continuent de m'éveiller, qui continuent de m'apprendre des choses, qui continuent en fait de m'ouvrir des pistes en me posant des questions et je me dis tiens, ce truc-là, j'y ai jamais réfléchi, c'est intéressant. Après, il y a plein de gens qui m'inspirent au quotidien parce que ils vont avoir une qualité, une façon d'être, une façon de faire où je me dis tiens, c'est pas mal son truc, je vais essayer. Tu vois, récemment, là, on m'a lancé un petit peu sur de l'apnée, forcément. Alors, du coup, je m'inspire un petit peu de ce que je vois chez les apnéistes du moment. On a énormément de Français. On a une Française aussi, là, qui performe pas mal. Donc, c'est qui la Française? Alice Modolo. Ok, je la mets sur elle a fait le Vertical Blue il y a une quinzaine de jours. Elle a sorti quelques belles performances, là. Elle est sur un beau parcours. Alors, justement, puisqu'on est sur des exemples féminins dans ce milieu-là, Alice Modolo est un super exemple aussi. Dans ma famille proche, évidemment, ma sœur, par exemple, elle m'inspire par l'énergie et la ténacité qu'elle met à faire les choses et puis à se maintenir dans son parcours, absolument. Donc ça, je trouve ça formidable. Dans mon cercle très proche aussi, Julien, c'est quelqu'un qui m'inspire parce que il a une façon de prendre les choses que je trouve absolument extraordinaire, quoi. Il arrive à tout dédramatiser, il arrive à tout tourner à la dérision. Pour lui, les choses, elles sont tellement simples que, oui, forcément, alors, continuons de faire simple, finalement. Hein. La vie, c'est prendre son inspiration et puis souffler un coup derrière. Et ça, c'est super aussi. Ouais, ça, c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup, que j'ai plus de mal à appliquer au quotidien. Je sais que j'ai encore des moments un petit peu de tension et ouais, j'essaye de prendre exemple et de m'inspirer de ça pour me détendre. En plus, ça va super bien avec l'activité, tu vois. Donc c'est vrai. Si je te demande ta plus grande fierté.
Ma plus grande fierté, c'est de toujours avoir réussi ce que j'ai voulu faire. Et le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Souffle. Yes, c'est un très bon conseil. Et en vrai, alors, le pire conseil qu'on t'ait donné? Prends sur toi. Qui c'est qui t'a donné ce conseil? Plein de monde. Je l'ai entendu dans ma famille, je l'ai entendu au travail, je l'ai entendu de mes profs pendant mes études. C'est un truc qui est très, très prégnant. C'est un psychologue qui m'avait expliqué ça. Donc à l'époque où j'avais été promu manager, en fait, on avait été accompagné par un cabinet justement dans notre prise de fonction. On avait une formation assez intéressante d'ailleurs. Et ce psychologue nous avait expliqué qu'on avait tout un tas de petites voix qui sont installées en nous depuis notre enfance, qui sont sois gentil, fais plaisir, prends sur toi, ça en fait un peu partie, quoi. Eh bien, je vais garder le meilleur conseil alors. Je vais garder ce souffle qui m'aurait bien servi il y a 2 jours. Et ouais, les petites voix, c'est ce qui m'a inspiré ce podcast. C'est que je l'ai appelé Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Voilà. Parce que c'est une phrase que j'ai trop entendue en étant petite et que je continue d'entendre maintenant. Les adultes continuent de répéter ça à des plus petites que moi. Et j'avais envie de casser cette chaîne en faisant entendre la voix de femmes qui sont plus des petites filles sages qui ont tracé leur route. Et la tienne m'inspire énormément. Et je pense que je me souhaite de marcher dans tes pas. Écoute, moi je te le souhaite aussi. Merci beaucoup Claire. Je t'en prie Clémence, merci à toi. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste. Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.